Bonjour. Et puis, merci de nous avoir invités à participer à cette journée, ma foi, fort intéressante. Donc, nous, on va un peu illustrer, au fond, tout ce qui a été dit depuis ce matin, et peut-être plus particulièrement ce que disait d'une part Madame Chastain, et puis aussi Claire Dupuis à l'instant, dont l'intervention m'a vraiment particulièrement intéressée, puisque nous allons parler de la situation d'un monsieur que nous avons connu. Enfin, nous pensons l'avoir connu. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait si bien connu que ça. Nous l'appellerons Monsieur M. Il était âgé d'une 60aine d'années lorsqu'il a quitté, donc, il y a quelque temps, le service où nous travaillons, le service Raden, à l'hôpital de Boar, pour être transféré dans l'unité de soins palliatifs du CHU, où il a fini par décéder donc, au cours de l'été. Ce patient, nous l'accueillons régulièrement depuis plusieurs années, près de 14 ans. Et par ailleurs, il est suivi en extra-hospitalier depuis la même période sur notre secteur. Mais on peut remonter beaucoup plus loin, puisque c'est à l'âge de 20 ans qu'il est hospitalisé en psychiatrie pour la première fois, à l'occasion d'un épisode délirant, mais surtout dissociatif aigu, qui a évolué d'emblée vers une forme dite hébéphéno-catatonique, inaugurant l'entrée dans une psychose schizophrénique. Entre le premier épisode, donc, qui remonte à une 40aine d'années, et le dernier, en 2017, M. M a été hospitalisé à maintes reprises à l'hôpital psychiatrique lors d'épisodes féconds de sa pathologie dissociative ou lors de moments d'aggravation de cette pathologie. Je pense notamment à des gestes suicidaires graves. Entre les épisodes aigus, Monsieur M, je disais, a bénéficié d'un suivi de secteur. Je ne vais pas vous préciser ici ce qu'il en est. Alors, je voudrais quand même parler de ce monsieur parce qu'à part le fait qu'il était un patient en psychiatrie, c'était un monsieur aussi, pour dire que si l'éclosion de sa psychose a entravé la poursuite des études qu'il avait commencées, elle ne l'a pas empêché de s'inscrire dans différentes choses, de préserver, de maintenir un certain nombre d'investissements, ce jusqu'à la fin de sa vie, et que sa pathologie ne l'a pas empêché non plus d'entretenir avec ses proches des relations quand même de qualité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'évolution de sa pathologie a été émaillée de périodes de décompensation plus ou moins graves et longues et de périodes de stabilisation. Moi, je l'ai connu en fait en 98 alors que j'étais interne et qu'il était hospitalisé dans un autre service de l'hôpital psychiatrique. Alors, après plusieurs années de relatif apaisement entre 2003 et 2012, Pierrick parlait à l'instant, voilà, des moments souvent longs d'apaisement des symptômes chez les patients. Monsieur M a présenté une aggravation de sa pathologie ces 5 dernières années, marquée par la survenue d'épisodes aigus de plus en plus longs, de plus en plus fréquents, à tel point que, à la suite d'une admission à l'hôpital psychiatrique en 2015, M. M est dû passer 2 ans à l'hôpital, donc jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques mois. À chaque fois, dans ces moments aigus, il présente des symptômes dissociatifs majeurs qui s'accompagnent de manifestations catatoniques isolées ou alors réalisant un tableau catatonique abouti. J'y reviendrai rapidement parce que je parle sous le regard très exigeant de Pierrick Lahaute, qui a sa montre à côté de lui. Ces épisodes aigus sont associés à des complications somatiques généralement sévères. J'évoquerai une embolie pulmonaire bilatérale il y a 5 ans, plusieurs pneumopathies d'inhalation, un choc hémorragique sur hémorragie digestive, une thrombose cave, une CIVD, des épisodes de déshydratation et j'en passe. Je parle de complications, mais il faut dire qu'il est difficile de savoir ce qui est premier, tant la complexité des manifestations est grande. Nous avons par exemple constaté que M. M, on pouvait constater chez M. M une aggravation de son négativisme catatonique, j'y reviendrai, lorsque les soins physiques se faisaient trop invasifs ou trop insistants. Vous voyez, c'est difficile de savoir où est-ce que ça commence. Toujours est-il que ces complications ont nécessité des soins conséquents et que jusqu'au dernier épisode,
ça pose la question effectivement des soins psychiatriques palliatifs qui étaient évoqués ce matin. Je crois que ça mériterait d'en parler de façon un peu plus, peut-être plus, je sais pas, une réflexion plus poussée. Toujours est-il qu'à chaque fois qu'il a fait des épisodes sévères, Monsieur M, à chaque fois, a réussi à surmonter avec les soins, avec tout ce qu'on pouvait mettre en place, avec les soins en médecine, en soins généraux, a réussi à surmonter ces moments critiques. Alors, au cours de mon propos rapide, là, j'ai plusieurs fois évoqué la catatonie. Qu'est-ce que c'est que la catatonie? De quoi parlons-nous? Il s'agit d'une forme de schizophrénie dont l'expression dominante est psychomotrice. Les symptômes peuvent être ponctuels ou durables. Il se caractérise par une perte de la spontanéité et de l'initiative motrice, par des conduites d'opposition ou de négativisme, par exemple le refus d'ouvrir les yeux, le refus de tendre la main, le refus de manger. Ça se caractérise aussi par des stéréotypies gestuelles complexes, bizarres, discordantes. Ce monsieur, on le retrouvait dans des postures absolument invraisemblables dans sa chambre et plus d'une fois, il a fallu aller le sortir des barreaux de son lit pour éviter l'accident. Ou ça peut se manifester aussi par des épisodes d'agitation ou à l'inverse, par une inertie totale. Au maximum, le tableau peut se présenter sous la forme d'une immobilité de statue ou de gisant, ou alors par un repli du corps en fœtus, comme cela a pu arriver chez Monsieur M, que l'on a pu retrouver aussi avec une rigidité plastique, le patient résistant à la mobilisation comme de la cire molle. C'est ce que dans la littérature vous retrouverez par le terme flexibilité cireuse. Il faut dire que la catatonie n'est pas spécifique à la psychiatrie, à la schizophrénie. On la trouve dans d'autres états. Mais ce qui caractérise cet état, il faut le souligner, c'est que le patient semble totalement coupé de son environnement et des échanges qui caractérisent la vie habituelle. Cet état, qui reste mal élucidé, vient soulever la question au fond de ce qu'est un corps, de ce qui en assure la mise en fonction et donc de ce qui fait la vie et de ce qui peut venir l'enrayer radicalement. Qu'est-ce qu'un corps lorsqu'il est coupé de toute relation à l'autre? De quelle manière la prise dans le langage et ses modalités en affectent la tenue et le fonctionnement? Il s'agit ici d'un corps sidéré, pris en masse, figé, inerte, agité ou spastique. Il est affecté de dysfonctionnements variés ou d'aberrations physiologiques et de désordres métaboliques. On a affaire bien souvent à une dérégulation chaotique dont l'évolution peut être spontanément fatale. On n'a pas besoin de complications. On connaît des catatonies spontanément mortelles. Avec l'anorexie sévère ou la mélancolie, la catatonie fait partie de ces tableaux psychiatriques encore redoutés par les réanimateurs et les autres somaticiens. Ils mettent à l'épreuve le savoir ou le pouvoir médical qui s'ordonne, il faut le rappeler, d'une physiologie bien réglée, y compris jusqu'à la fin de la vie. Inutile de dire alors que cette clinique fort singulière sollicite les soignants d'une manière particulière, non sans angoisse. Donc je passe la parole à Laetitia Cloître. Bonjour à tout le monde. Donc je continue. Alors, Monsieur M est revenu dans notre service après un séjour en pneumologie avec un PICC line, des perfusions, une nutrition parentérale. Nous avons dû faire face à beaucoup de matériel spécifique et une maîtrise du soin technique en stérile. Où se trouve notre patient? Il faut se familiariser avec tous ces branchements. Pas facile, du moins pas pour tout le monde, même si nous avions reçu une formation. Ces soins sont-ils agressifs pour lui? En effet, le travail en psychiatrie est bien différent du travail en soins somatiques. L'approche nécessite peu de technicité, mais passe davantage par l'écoute, l'accompagnement, les entretiens infirmiers médicaux, la présence, la médication et l'observance, le suivi, la surveillance globale et donc aussi alimentaire, qui est très importante en lien avec les traitements mis en place, mais aussi ici dans le cas de la catatonie de Monsieur M. Beaucoup d'enjeux autour de l'alimentation. Il paraît avoir soif, on va lui donner un peu d'eau gélifiée, disent certains. Non, il pourrait faire une fausse route, disent d'autres. De ce fait, chacun y met sa compréhension, son interprétation des gestes et des mimiques de Monsieur M,
comme ferait une mère avec son enfant pour reconnaître ses besoins élémentaires. Sauf que nous sommes confrontés à ce nœud alimentaire autour duquel tout est centré. Plusieurs interrogations subviennent. Pourquoi cesser de donner à manger, avec l'idée de manger pour vivre? Monsieur M est revenu de loin à plusieurs reprises. Or, si l'arrêt de l'alimentation est évoqué puis acté, il ne pourra donc pas revenir. Monsieur M ne dit pas qu'il n'a pas faim. Il a même pu évoquer des envies alimentaires lors de nos visites en soins palliatifs, comme un retour de l'appétit sous forme de lueur. Que faire de cette demande? Quelle position adopter? Cela a pu mettre certains soignants mal à l'aise, cela a pu insécuriser le soignant aussi, ou l'inquiéter avec parfois une peur de l'échec. Compte tenu des différences de point de vue et de la complexité de la prise en charge, une synthèse a été demandée par la cadre et le médecin de Raden avec le service de pneumologie, qui était donc le service d'accueil récurrent lors des problèmes somatiques. Lors de cette synthèse, une admission en soins palliatifs a été décidée. À Raden, les ressentis étaient divers, tels que la colère, le refus, l'incompréhension devant la gestion de cette prise en soins, sentiment d'impuissance, de ne pas savoir comment faire, et soulagement également de pouvoir se décharger sur une équipe formée dans les soins de la personne en fin de vie. Pourquoi une prise en charge en soins palliatifs d'un patient psychiatrique et non pas en psychiatrie d'un patient en fin de vie? Nous nous sommes interrogés sur le choix et les décisions d'orientation en soins palliatifs qui peuvent évoquer un deuil, deuil de la séparation d'avec le patient, deuil d'une prise en soins non finie. Lors de son hospitalisation en soins palliatifs, nous rendions visite à M. M 2 fois par semaine. Cela a été un temps d'accompagnement important, relativement investi par les soignants des deux unités, et il semble que ces temps ont aussi été investis par le patient et sa famille. Il semblait calme et apaisé. Nous avons pu constater une évolution des ressentis soignants tout au long de la prise en soins. Cela a demandé à chaque soignant un positionnement, un travail sur soi en fonction de ce qu'est chacun avec ses propres désirs, vécus et expériences. En raison de toutes les difficultés rencontrées dans la prise en charge de M. M par les soignants de pneumologie et de psychiatrie, et suite à plusieurs allers-retours entre ces deux services, il est apparu comme une nécessité d'une rencontre entre les deux équipes afin d'échanger sur les problématiques de chacun. L'objectif de cette rencontre était également de définir ensemble une prise en soins plus adaptée du fait de l'impasse thérapeutique et de soins dans laquelle se trouvait M. M. Le lien a pu se faire grâce à l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs dans le service de pneumologie sur demande conjointe de l'équipe médicale de pneumologie et du psychiatre référent de M. M. Le rôle de l'équipe mobile a été de donner un avis tiers, de consultant extérieur dans l'évaluation et les décisions à prendre pour M. M. Cette rencontre s'est formalisée sous la forme d'une procédure collégiale afin de statuer sur l'état de santé du patient et de limiter, arrêter certains traitements. Au moment de l'intervention, la situation était la suivante. Une impasse thérapeutique sur un plan psychiatrique avec multiples complications somatiques graves, troubles majeurs de la déglutition ne permettant plus l'alimentation orale ni la prise des traitements oraux, une nutrition artificielle transitoire par voie veineuse sur PICC-Line n'ayant pas apporté de bénéfices sur un plan clinique, un patient qui arrache ses perfusions et qui est très opposant aux soins, enfin des difficultés rencontrées par l'équipe de psychiatrie pour gérer la voie veineuse sur PICC-Line liées à l'organisation des soins spécifiques à la psychiatrie. Lors de cette procédure collégiale, étaient présents pour le service de pneumologie le médecin, le cadre de santé, une aide-soignante et une infirmière. Pour le service de psychiatrie, le psychiatre référent, le cadre de santé et une infirmière. Enfin, l'équipe mobile de soins palliatifs. Cette rencontre des deux équipes a permis de mieux comprendre les difficultés et questionnements respectifs. Un consensus a été obtenu par les soignants présents de reconnaître l'impasse thérapeutique tant sur le plan psychiatrique que somatique. Suite à cette réflexion interdisciplinaire, une décision médicale conjointe a été prise de poser le caractère palliatif à la prise en charge de M. M et un nouveau projet de soins a été élaboré de façon collégiale, à savoir pas de réanimation si aggravation, pas de repose de PICC-Line ni de voie veineuse et ainsi privilégier la voie sous-cutanée, arrêt de la voie orale et de l'alimentation,
limiter les gestes invasifs, arrêt des anticoagulants, pas de nouvelles prescriptions d'antibiotiques si nouvelle infection objectivée. Et enfin, en ce qui concerne son devenir, demande de prise en charge en unité de soins palliatifs en raison de la complexité de cette situation, avec une étroite collaboration médico-soignante de l'équipe de psychiatrie. La famille de M. M, déjà régulièrement rencontrée par son psychiatre référent, devait être informée de la démarche en cours dès le lendemain de cette rencontre. Cette réflexion et les décisions ont été tracées dans un document spécifique informatisé dans le dossier du patient qui s'intitule « Fiche d'identification d'une situation palliative et proposition de prise en charge ». Merci. Donc, à l'entrée dans l'unité de soins palliatifs, le patient est plutôt calme, plus ou moins réactif, et les soins se passent bien. La prise en charge ne diffère pas d'un patient en phase terminale présentant des troubles de la conscience. Puis, au bout de quelques jours, il présente une période d'agitation importante avec une expression physique de rejet du soignant, une déambulation et une difficulté à se maintenir au lit. Cette période d'agitation est contenue alors par un traitement et la mise en place d'une contention abdominale au lit. Contention qu'il gardera la majeure partie de son hospitalisation et qui aura un effet apaisant sur le patient sans qu'il y ait de demande particulière de sa part pour la retirer. Le patient alterne alors des périodes de sommeil, de catatonie et d'éveil. Il est à noter qu'au cours de son hospitalisation dans notre service, la catatonie, élément majeur dans les raisons de son arrivée dans notre unité, n'a au final pas été aussi prépondérante dans notre prise en charge. Au cours de ces périodes d'éveil, le patient interagit avec l'équipe, échange, évoque sa vie, ses souvenirs parfois, ou lorsqu'il n'y a pas d'échanges verbaux, sourit et réagit à notre présence. On remarque également des épisodes de tristesse majeure avec des larmes et un discours autour de la mort et de l'envie de mourir. De plus, lorsqu'il est éveillé et communicant, M. M est en demande quasi systématique de nourriture ou d'eau. Demande venant alors nous interroger sur la dichotomie entre son discours parfois sombre et son envie de mourir, avec des demandes quasi systématiques de nourriture. Après quelques essais ponctuels dans le cadre d'une mise au fauteuil du patient, où la déglutition semble correcte, mais face à un tableau d'encombrement à distance, il est décidé de ne favoriser l'alimentation qu'en cas particulier et sous condition d'éveil maximal du patient. De même pour l'hydratation, en plus de l'apport des perfusions, on privilégiera alors les bains de bouche. Au cours de son hospitalisation, pas d'autres périodes d'intense agitation seront à noter. Au niveau de l'entourage, outre la famille que nous connaissions par ailleurs, qui est très présente auprès du patient et dans l'échange avec les soignants, l'équipe de Raden, donc de l'unité de psychiatrie, continue à venir le voir de façon régulière, permettant des échanges avec notre équipe. Au terme de ces quelques semaines, l'état du patient se dégrade, nous amenant à contacter à diverses reprises la famille. Il entre alors dans une phase d'inconscience avec un encombrement de phase terminale qui durera quelques jours et il décédera au cours de la nuit. Ce qui nous a posé question lors de cette hospitalisation. L'alimentation. Les demandes répétées du patient pour manger et boire ont déstabilisé les soignants de Raden, mais également ceux de notre unité. En effet, il n'est pas rare que la question de l'alimentation revienne régulièrement au cours des hospitalisations des patients de notre unité, comme si le fait de manger reste dans l'inconscient collectif un synonyme de bonne santé. Dans ce cas, ce sont les demandes répétées et l'impossibilité physique avec les risques encourus qui ont posé problème. Comment dire non à quelqu'un qui a soif et faim ? Cette question a été débattue en équipe dans le cadre d'une réflexion éthique portant sur l'alimentation et donc une limitation de celle-ci, mais également une réflexion quant à la possibilité ou non de satisfaire la demande d'un patient en phase palliative. Un compromis a été posé pour une alimentation sous conditions importantes, tout d'abord des conditions physiques, posturales, etc., mais également, fait nouveau au sein de notre équipe, sous conditions d'évaluation personnelle du soignant. Au final, face à une recrudescence de fausses routes et d'épisodes d'encombrement, un arrêt quasi total de l'alimentation hors bain de bouche a été décidé. Si cette question de l'alimentation revient, c'est qu'elle soulève également l'implication de l'équipe de Raden et son positionnement double. En effet, les discussions autour de l'alimentation ont été formulées et expliquées de la même manière que si l'on s'adressait à la famille du patient. Leur connaissance de M. M depuis de nombreuses années et la particularité de leur prise en charge font de ces soignants des référents parfois au même titre que la famille. En outre, leur connaissance du patient et leur expérience, voire leur expertise
face à la maladie psychiatrique ont fait de ces échanges réguliers, formels ou non, avec cette équipe, un outil indispensable dans notre unité pour comprendre et appréhender le patient de manière différente. Car si sur la question de l'alimentation, les échanges auraient pu être taxés d'échanges soignants-famille, il est important de noter la place de cette équipe de psychiatrie dans l'appréhension de l'histoire et des modes de communication de M. M. Ces rencontres et ce suivi ont été primordiaux pour la prise en charge de ce patient. Car même si la lecture symptomatique de M. M aurait pu être vécue et abordée comme les symptômes récurrents de bien d'autres pathologies physiques, tumeurs cérébrales, encombrement de fin de vie, phase agonique, l'annonce et la connaissance de la maladie psychiatrique au préalable, au cœur même du processus de fin de vie, auraient pu altérer de façon consciente ou non la prise en charge du patient. Il est bien à notifier qu'elle ne l'altère pas en qualité, mais en condition d'adaptabilité. Le patient psychiatrique fait peur. Certains soignants de notre unité parlent de prudence, d'attitudes différentes auprès du patient. D'autres expriment un inconfort, une méconnaissance, voire un manque d'entrain à la prise en charge, surajoutant alors des difficultés à celles rencontrées quotidiennement chez un patient dit classique. Car si l'équipe sait prendre en charge et a l'habitude de le faire, les symptômes de fin de vie comme rencontrés chez ce patient, l'éléphant dans la pièce qu'est la maladie psychiatrique en perturbe la mécanique. Merci beaucoup.